Bon, bah, donc. Bon, bah, on commence alors. Et ça marche là, vous entendez? Ah non, encore quelqu'un. Bonjour. Bon, alors donc, vous voyez, il y a un titre, Origine et abondance des éléments dans l'univers. Mais avant, pour parler de ça, il faut parler d'autre chose avant. Et je vais vous donner quelques... Voilà, juste pour vous donner une idée de ce que c'est que les grands chiffres en astronomie. En une année, 365 jours, voilà ce qui s'est passé. La Lune s'est éloignée de la Terre de 3,8 cm. La durée du jour a augmenté de 2 microsecondes en une année. Évidemment, c'est minuscule. Seulement des années, il y en a des millions et ça fait beaucoup. La masse du Soleil, elle perd 4 millions de tonnes par seconde. C'est-à-dire qu'en une année, 174 milliards de tonnes sont parties du Soleil, consumées. Et donc l'orbite de la Terre a augmenté de 1,5 cm. Tout ça en une année. En une année, il s'est formé dans l'univers 150 milliards d'étoiles. La galaxie d'Andromède, donc c'est une galaxie comme la Voie lactée, mais qui est à 2 millions d'années-lumière. Elle se rapproche de la Terre de 3,5 milliards de kilomètres tous les ans. Mais comme elle est éloignée de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres, ça va encore prendre du temps. Et l'univers, vous savez que l'univers est en expansion, donc il s'élargit comme ça. Eh bien, il augmente de plus de 60 000 milliards de kilomètres en une année. Voilà avec le genre de chiffres que de temps en temps en astronomie on réfléchit ou on raisonne. Alors évidemment, ça ne nous parle pas dans la vie de tous les jours, mais c'est pour vous dire que ça rend très humble l'astronomie, puisque quand on voit des choses comme ça. Bon, ensuite. Alors, je reviens donc à l'astronomie. L'astronomie, c'est une science d'observation. Et comme toutes les sciences, ça se construit avec des faits d'observation. Comme pour faire une maison, il faut un tas de pierres. Mais la technique, les progrès techniques sont tellement gigantesques que les faits d'observation, ils sont de plus en plus précis, de plus en plus nombreux et de plus en plus précis, oui. Mais une simple accumulation de faits, ça ne suffit pas, comme un tas de pierres, ça ne suffit pas pour faire une maison, il faut un architecte, un entrepreneur. Dans le cas de la science, ce qu'il faut, c'est construire un modèle, construire une théorie. Et une théorie, grosso modo, elle est scientifique si elle est capable de faire des prédictions. Donc, vous faites des observations. Vous construisez un modèle qui explique ces observations et vous faites des prédictions. Et vous retournez aux observations, et là, il y a deux cas possibles. Soit les prédictions sont confirmées, ça va, tout le monde continue, on est content. Soit elles ne sont pas confirmées, alors on commence à réfléchir si on ne s'est pas trompé quelque part, mais si ce n'est pas confirmé, on change le modèle et non pas les observations. Contrairement à ce qui s'est fait pendant des siècles où on changeait les observations de façon à ce que ça colle avec ce qu'on avait dans la tête, les préjugés, etc. Donc on change le modèle et non pas les observations. Et on retourne aux observations. Et puis alors je vous signale aussi que la science, c'est une aventure humaine et collective et non pas une activité solitaire et nationale. Alors, comme c'est une science d'observation, vous avez une photo là, et je vous pose la question, quelle est la couleur des dromadaires? Beige. Beige. Tout le monde est d'accord avec beige? Beige clair, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Spontanément, il y a beaucoup de gens, c'est surtout dans les classes, hein, quand on va dans les classes. Oui, mais évidemment, c'est pas la première fois que je la montre. Hein. Enfin, bref, ils sont noirs, voilà. Donc, avant d'interpréter une image, il faut bien la regarder. Et là, la photo, elle a été prise à la verticale du troupeau, au moment où l'ombre des dromadaires sur le sable avait la forme des dromadaires. Donc le noir, c'est les ombres, et les dromadaires, ils sont bien beige clair. Donc tout ça, c'est pour dire qu'avant de regarder une image, avant de l'interpréter, il faut bien la regarder. Mais évidemment, c'est des exemples très simples. Puis là, celui-là, il est encore plus facile. Là, vous avez la Terre, la nuit. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il ne peut pas faire nuit partout en même temps. Donc c'est un montage.
Et donc, je dis aux élèves aussi, quand je vais dans les classes, je dis attention, avant d'interpréter quelque chose, regardez bien si c'est un montage. Des montages, il y en a un peu partout et on ne vous le dit pas quand c'est des montages. Bon, mais là, c'est simple. Là. Puis alors là, c'est un autre, c'est au niveau du cerveau que ça se passe là. Vous voyez, là, il y a deux cases, A et B, hein, avec de l'ombre et tout ça. Et les deux cases, moi, je vous dis, elles ont la même couleur de gris. Alors là, en vous voyant ça, vous ne me croyez pas, mais vous voyez, si je les isole, je n'ai pas changé le damier, hein, le damier et quand on les isole, on voit bien la même couleur de gris. Ce qui veut dire que le cerveau, ça se passe dans le cerveau, là, le cerveau, la lumière, elle rentre dans les yeux et est transformée en signaux électriques qui remontent au cerveau, et le cerveau reconstruit l'image. Et il fait ça, je ne sais pas combien de fois par seconde. Bon, mais de temps en temps, il se trompe. Alors pourquoi les psychologues, ils arrivent à expliquer pourquoi, là. Mais enfin, vous voyez, il faut faire attention à ces choses-là, quoi. Puis là, c'est le même genre, là, vous voyez, là. En haut et en bas, on a l'impression que c'est pas le même gris, mais si vous regardez en mettant votre doigt au milieu, là, vous verrez que c'est le même gris. Horizontalement, hein, pour cacher le milieu, là. Eh ben, c'est le même gris en haut et en bas. Bon, c'est la même chose qu'avant, mais vous voyez, donc le cerveau peut se tromper des fois quand il reconstruit l'image. Et alors justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, vous avez des dessins de la planète Mars, d'une partie de la planète Mars, là, en haut. C'est les dessins qui ont été faits par des astronomes de l'époque, la deuxième partie du 19e siècle. Et vous voyez, il y a des lignes droites. Et les gens à l'époque, enfin un certain nombre de personnes, dont des astronomes très connus, hein, étaient persuadés qu'il y avait de la vie partout, en particulier sur Mars. Et donc, ils avaient interprété leurs observations en disant il y a des canaux sur Mars. Les canaux à la surface de Mars. Et les Martiens avaient fait ça pour on ne sait pas pourquoi. Et puis, c'était à l'époque où il y avait la guerre des mondes, donc c'était plausible qu'il y ait de la vie sur Mars. Jusqu'en 1909, où Antoniadi, à l'observatoire de Meudon, là, à côté de Paris, le même dessin, enfin le dessin de la même partie de la surface de Mars, les canaux ont disparu. Et alors pourquoi les canaux ont disparu là, en 25 ans, en 30 ans? Bon, d'une part parce que les observations étaient meilleures, les instruments avaient fait des progrès, mais surtout parce que préjugés. Et on interprétait, enfin certains interprétaient les observations à l'aune de leurs préjugés. Et évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le bon scientifique, il a conscience d'avoir des préjugés, puisqu'il en a comme tout le monde, mais il essaye de s'en départir, quoi. Auguste Comte, c'est connu aussi, ça. Auguste Comte, un philosophe du 19e, là. Vous voyez ce qu'il écrivait? Jamais on ne pourra connaître la composition chimique du Soleil. C'est complètement impossible. Ouais, bon, c'est écrit là, voilà. Et c'était peut-être vrai à son époque, oui, mais il ne faut jamais dire... Il est prudent, il dit aucun moyen envisageable. Il ne dit pas que c'est pas possible. Voilà. Oui, c'est vrai, il ne dit pas que c'est pas possible. Il a été prudent. Il a ajouté envisageable. Mais bah, heureusement pour lui, parce que... Ouais. En réalité, maintenant, évidemment, on sait, on y arrive, parce que juste après, il y a eu ça. Enfin, ça, c'est avant... je remonte un petit peu l'histoire, là, Newton qui découvre que la lumière blanche, en réalité, c'est un mélange de plein de couleurs, hein, l'arc-en-ciel, etc. Bon. Et puis, voilà, l'arc-en-ciel. L'infrarouge, hein, je vous signale aussi, en 1800, là, il fait un arc-en-ciel, et puis il met des thermomètres dans les différentes couleurs. Et au-delà du rouge, il s'aperçoit que on ne voit plus de lumière au-delà du rouge, il n'y a plus de lumière visible, mais il s'aperçoit que le thermomètre, la température augmente quand même. Bon, alors il découvre le rayonnement infrarouge. Voilà, mais c'est surtout ça, c'est au début du 19e siècle, on commence à faire de la spectroscopie. Et grâce à la spectroscopie, on découvrira plein de choses. Bon, ben, le premier, c'est lui. Vous voyez l'arc-en-ciel, le spectre du Soleil, là, et à l'intérieur, avec un prisme, on commençait à visualiser des raies sombres. Alors les raies sombres, je vous expliquerai après d'où ça vient. Mais là, au 1802, il en voit quelques-unes, là, 7 raies sombres. Ils ne savent pas encore ce que ça veut dire. Fraunhofer, en 1814, il en trouve beaucoup plus, parce que les spectros, la technique progresse. Alors maintenant,
Maintenant, vous voyez un spectre du Soleil, des raies, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Rien que pour le faire, il y en a 26 000, 6 000 finalement. Et c'est à partir de 1859 que ces deux personnes, la Bunsen et Kirchhoff, inventent l'analyse spectrale, c'est-à-dire commencent à découvrir à quoi correspondent ces raies sombres dans les spectres. Bon, mais je passe là-dessus. On est obligé de signaler Maxwell, qui avec ces 4 équations-là, c'est pas la peine de les retenir, mais elles sont très belles, et elles sont vraiment, c'est génial, quoi. Il a inventé l'électromagnétisme avec ça. Bon, mais je passe là-dessus. Donc une onde électromagnétique, c'est-à-dire la lumière qui nous arrive dans les yeux en particulier, c'est une onde avec un champ électrique et un champ magnétique, vous voyez, qui sont perpendiculaires, et ça se déplace. C'est donc une onde qui se déplace à la vitesse de la lumière, donc à 300 000 km par seconde. Voilà. Donc la lumière, c'est une onde qui se déplace à cette vitesse-là. Alors à la même époque, il y a le tableau de Mendeleïev qui fait une classification des éléments chimiques. Alors voilà ça c'est une classification moderne, à son époque il n'y avait pas tant d'éléments. Mais pour les astronomes, le tableau périodique des éléments, simplifié pour astronomes, c'est-à-dire que dans l'univers, il y a énormément d'hydrogène, donc c'est l'hydrogène, il y a un peu d'hélium, et tout le reste, ils appellent ça des métaux, c'est tout le reste. Alors, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, là, ces éléments-là. Alors, la lumière, est-ce que c'est une corpuscule ou une onde? Je vous ai dit à l'instant que c'était une onde qui se déplaçait. Newton, lui, il ne pensait pas que c'était une onde, il pensait que c'était des corpuscules. Et il a découvert, expérimenté, il a vu les anneaux de Newton, qu'on appelle les anneaux de Newton, mais il ne les a pas expliqués. Pour avoir ça, vous éclairez sur un plan, vous mettez une lentille convexe, mais très plate, et vous l'éclairez du dessus, et vous allez voir apparaître ça. Bon. Pour expliquer ça, Newton n'est pas arrivé parce qu'il pensait que la lumière était des corpuscules. Et il faut attendre Young, là, et puis Augustin Fresnel, qui, eux, ont analysé la lumière en tant qu'onde, et donc ont réussi à expliquer ces phénomènes-là. Bon, je passe, il y a les formes d'Young, vous connaissez ça sans doute? Non? Voilà, quand on fait une expérience, vous faites arriver de la lumière comme ça. Là, il y a une plaque opaque, la lumière passe pas, mais il y a 2 trous. Et la lumière passe par les 2 trous. Et on s'aperçoit que ça fabrique ce qu'on appelle des interférences, des noirs, sombres, etc. Et ça, on ne peut pas l'expliquer autrement qu'en considérant que la lumière est une onde. Bon, alors avec ça, on a fait ce qu'on appelle faire de l'interférométrie au niveau d'un télescope. Vous avez le télescope, vous mettez une poutre, vous faites les 2 trous ici, la lumière arrive du dessus, elle passe, et ça fait de l'interférométrie. Alors c'est plus compliqué que ce que je dis là. Techniquement, c'est pas facile à faire, mais grâce à ça, on arrive à faire de la haute résolution, et vous voyez, Alpha Orionis, on l'a bien résolu. À la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin, grand savant, voilà ce qu'il écrivait. Il n'y a rien à découvrir de nouveau en physique maintenant. Il ne reste qu'à faire des mesures de plus en plus précises. À la fin du XIXe siècle. Et est arrivé ces gens-là, avec la révolution. Donc Einstein, qui découvre l'effet photoélectrique en 1905. Il a le prix Nobel pour ça, d'ailleurs. Et l'effet photoélectrique, vous ne pouvez pas l'expliquer autrement qu'en considérant que la lumière, c'est des particules de lumière, des photons, qu'on appelle des photons maintenant. Et c'est surtout Einstein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à expliquer ce qu'on appelle le mouvement brownien. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des formes de Young, ce sont des expériences qu'on ne peut pas expliquer autrement qu'en considérant que la lumière, c'est une onde. Donc il y a des expériences où la lumière, c'est un corpuscule, et des expériences où la lumière, c'est une onde. Et donc le résultat, c'est que, c'est Louis de Broglie en particulier, un photon est associé à une onde de fréquence nue et possède une énergie, voilà, bon. Et donc ça, c'est la révolution du début du XXe siècle, c'est que la lumière, c'est à la fois une onde et un corpuscule. Et ça, c'est difficile à imaginer, parce que c'est les deux à la fois. Oui.
Bon, puis après, il y a eu toute une série de choses. Alors, pour expliquer ça, pour comprendre mieux, il faut savoir que la matière, c'est faite d'atomes. Et ça, on ne le sait pas depuis les Grecs. Les Grecs anciens, certains Grecs anciens philosophes pensaient que la matière était formée d'atomes, mais ils n'avaient aucun argument scientifique pour le prouver. C'est Jean Perrin qui a eu le prix Nobel pour ça. Il a démontré que la matière était bien sous forme d'atomes. Donc un atome, grosso modo, c'est un noyau entouré d'électrons. Mais ça, c'est une image très grossière. En réalité, c'est pas ça. En réalité, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais en réalité, c'est quelque chose de compliqué. Un atome d'hydrogène où il y a un proton au centre et un électron, c'est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas localiser l'électron en un point. L'électron n'a pas de trajectoire, mais il est présent dans un volume qu'on appelle une orbitale. Et on ne perçoit que la probabilité de présence pour un point donné de l'espace. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que de dire il y a un noyau et un électron autour. Mais enfin, on va se contenter de ça pour l'instant. Alors, vous avez un noyau entouré d'électrons. Ces électrons, ils ne sont pas n'importe où. Ils sont dans certains niveaux d'énergie. Et ils peuvent passer d'un niveau à un autre. C'est ce qu'on appelle la quantification. C'est la mécanique quantique, c'est basé là-dessus. Quand vous avez un électron qui est à un certain niveau d'énergie, et qui perd de l'énergie, il va descendre sur un niveau au-dessous. Mais il ne va pas se mettre n'importe où, mais il va se mettre au niveau suivant. Et pour qu'il s'y mette, il faut qu'il perde exactement l'énergie qui correspond à la différence. Et inversement, si vous avez un électron qui est là, s'il reçoit exactement l'énergie qui correspond à la différence entre ces deux niveaux, il va passer de là à là. Et en gros, c'est ça qui va former les raies qu'on voit dans les spectres, les raies d'absorption ou les raies d'émission. C'est clair, ça? Bon. D'où le fait de ne pas approfondir les connaissances, mais les modèles de connaissances. Oui. On part sur des paramètres, ce qui est affirmé, il est possible de découvrir plus. Ah bah ça, oui. Ouais, mais là, on rentre dans la philosophie. Aussi. Alors, la majorité, là, vous voyez les électrons qui passent d'un niveau à un autre, la majorité des niveaux d'énergie des électrons dans les éléments chimiques, la grande majorité se trouve dans l'ultraviolet. Or, l'ultraviolet, il n'arrive pas sur Terre, donc on ne peut pas le dire. Là, vous avez la quantité de raies, le nombre de raies en fonction de l'énergie. Vous voyez, il y a énormément de raies atomiques, c'est-à-dire de raies, des éléments chimiques dont les électrons passent d'un certain niveau à un autre. Eh bien, la grande majorité de ces raies sont dans l'ultraviolet, qui n'arrivent pas sur Terre. Dans le visible, vous voyez, il y en a hein, mais il y en a beaucoup moins que par rapport à l'ultraviolet. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la matière est ainsi faite que les niveaux d'énergie des électrons dans les éléments chimiques ont des différences d'énergie qui sont dans l'ultraviolet. Alors, ce qui est écrit là, ça, c'est ce que vous pouvez observer du sol. Ça, c'est ce que peut observer, par exemple, le Hubble Space Telescope. Et puis là, c'est ce que pouvait observer le satellite FUSE, qui était un satellite franco-américain, qui a fait énormément de découvertes, parce que c'était le seul qui était capable d'observer dans ce domaine ultraviolet. Alors, donc, pour revenir aux éléments chimiques, il faut quand même parler du Big Bang. Donc, Einstein, en 1915, il publie la relativité générale, en supposant que l'univers était homogène et isotrope. Ça, c'est une supposition, parce que quand on regarde le ciel, c'est pas ce qu'on voit. Mais à très très grande échelle, c'est homogène et isotrope. Et c'est dans ces années-là, dans les années 20, qu'il y a eu un grand débat sur la nature et la distance des nébuleuses. Quand vous regardez dans le ciel, il y a des étoiles, mais il y a aussi des nébuleuses. Ces nébuleuses, est-ce que c'était des objets qui étaient dans la Voie lactée ou des objets au-delà de la Voie lactée? Et là, il y avait un grand débat avec des grands astronomes qui ont débattu ce sujet-là. Et ça a été réglé en 1926 par Hubble, qui lui a déterminé la distance de ces objets, de quelques nébuleuses, en utilisant les céphéides, parce qu'avant on avait trouvé une relation les céphéides, c'est des étoiles qui varient en luminosité, et donc il y a une relation entre la variation de luminosité et la distance.
Donc, il mesure la distance et puis il reconstruit le distance et vitesse, et il s'aperçoit que ces nébuleuses sont au-delà de la Voie lactée. Donc, il y a plusieurs univers, plusieurs galaxies. Avant, on ne savait pas ce que c'était qu'une galaxie. Et donc, la loi de Hubble-Lemaitre, Lemaitre, c'est l'abbé Lemaitre, un Belge qui a fait toute la théorie de ça. Alors, pour vous expliquer, grosso modo, comment on fait ces calculs de vitesse et de distance, on utilise ce qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Vous voyez, j'ai une étoile. Je regarde cette étoile. Cette étoile, elle n'est pas immobile, elle a un certain mouvement, elle a un certain vecteur vitesse. On peut toujours décomposer ce vecteur vitesse, on apprend ça au lycée, hein, en deux composantes perpendiculaires, dont une qui est sur la ligne de visée. Et celle-là, elle s'appelle vitesse radiale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça, cette longueur là, on peut directement la mesurer sur un spectre. Elle est directement mesurable sur un spectre. Alors là, vous avez un spectre avec des raies d'absorption. Donc ces raies d'absorption, elles sont créées par des atomes, d'éléments chimiques qui sont à la surface de l'étoile. Et si l'objet que vous regardez se déplace à une certaine vitesse, eh bien c'est décalé. Vous voyez, c'est décalé vers les longueurs d'onde plus grandes, vers le rouge. Eh bien ce décalage, il est mesurable, donc, et on en déduit immédiatement avec cette formule-là, on en déduit la vitesse de l'objet en question. Alors, le décalage vers le rouge. Et c'est ça, c'est grâce à la spectroscopie qu'on arrive à faire ça. Et donc, c'est puissant, quoi. Voilà l'effet. Ça, c'est pour le son. Et quand vous êtes sur le bord d'un trottoir, vous êtes au bord du trottoir, là, et puis il y a une sirène qui se rapproche de vous. La sirène, elle émet un certain bruit à une certaine fréquence. Mais quand elle se rapproche de vous, vous entendez plus aigu. Quand elle s'éloigne de vous, vous entendez plus grave. Alors que c'est toujours la même fréquence. Bon, ça, c'est pour le son, et il y a la même chose pour la lumière. Aux 24 heures du Mans, on entend ça aussi. Bon, les détecteurs de vitesse sur les autoroutes, c'est ce système-là qui est utilisé. Voilà. Donc la loi de Hubble-Lemaitre, eh bien, c'est la vitesse d'une galaxie qui est proportionnelle à sa distance. Et la proportionnalité, c'est grand H, la constante de Hubble. Alors voilà, lui, comment il a fait. Vous voyez, une galaxie, vous avez le spectre avec des raies sombres. Alors vous voyez la qualité des spectres, là. Ça, c'est en 1920, 1930. Maintenant, évidemment, on fait énormément mieux. Mais grâce à ça, vous voyez, on voit quand même des raies, là. Et il a fait ça sur plusieurs galaxies, donc il a trouvé des vitesses différentes, etc. Il avait la distance, donc il a construit la loi de Hubble, c'est-à-dire celle-là. Donc distance, vitesse. En 1919, ce qu'il a fait, vous voyez, il y a des points un peu partout. Alors ça vous montre aussi l'intuition du scientifique. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous avez un schéma comme ça, avec des points un peu partout, lui, il a fait passer une droite là-dedans. Il a dit, tout ça, c'est proportionnel, je mets une droite. C'était un peu osé. Moi, quand j'ai des points comme ça, je me dis bien que ça a tendance à suivre la droite, mais enfin, bon, lui, il a dit, c'est une droite V égale HD. Bon, maintenant, vous voyez, en 2003, ce qu'on fait là, maintenant, on est sûr que c'est bien une droite, les mesures sont beaucoup plus précises, donc ça marche bien. Mais il y a quand même toujours un problème. Alors là, au niveau, vraiment, quand on fait des mesures très très précises, vous voyez, il y a plusieurs méthodes pour mesurer cette constante de Hubble. On peut utiliser par exemple des supernovas, des céphéides, et on trouve une certaine valeur. Et puis on peut utiliser d'autres mesures, le rayonnement diffus, je vous en parlerai après, le satellite Planck. Vous voyez une autre valeur. C'est-à-dire que c'est pas compatible. Les barres d'erreur ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la constante de Hubble, on la connaît grosso modo, mais il y a toujours un problème. Et c'est toujours pas résolu, on ne sait pas expliquer la différence. Ou est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Alors je reviens là au Big Bang, le grand débat, etc. Clos en 1926. Donc Einstein, il construit un univers homogène, isotrope et statique.
Il ne prend pas en compte l'expansion parce qu'en 1915, quand il publie la relativité générale, ce n'était pas connu, l'expansion. Donc c'est un univers statique. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'introduire, dans ses calculs, il est obligé d'introduire la fameuse constante cosmologique. C'est-à-dire que lui, il voulait un univers statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Et donc il a été obligé d'introduire une constante pour ça, dans ses calculs. Et après, il a dit, la plus grande erreur de ma vie, c'est cette constante. Mais d'autres astronomes, cosmologistes de l'époque, Friedman, Lemaitre, De Sitter, eux pensaient que l'univers était vraiment en expansion. Et alors là, il y avait deux possibilités. L'expansion, elle était due à un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion originelle. Et ça voulait dire qu'il y avait conservation de la matière, et donc la matière se diluait au fur et à mesure de l'expansion. Mais beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ça, parce qu'à l'époque, quand on faisait avec la constante de Hubble qu'on avait, etc., on trouvait l'âge de l'univers qui était inférieur à l'âge de certaines étoiles. Donc ça posait des gros problèmes. Donc, d'autres astronomes avaient toujours dans un univers en expansion, mais stationnaire, c'est-à-dire qu'il y avait une création continue de matière, et qui compensait la dilution. Bon, maintenant, ça, c'est abandonné complètement. On sait que la théorie marche bien dans ce cas-là, quoi. Bon. C'est clair, tout ça, ou... Oui, vous avez des questions? Je crois que c'est Fred Rull qui avait été Oui. inventé le mot Big Bang par dépit à déjà... Ah oui, ça aussi, oui. Ben, justement, lui, il avait inventé cette théorie de l'univers stationnaire, en expansion mais stationnaire, donc création continue. Et il avait dit, au cours d'une conférence, il avait dit « Oh, mais vous m'embêtez avec votre Big Bang, là. » Voilà, de ce genre-là, quoi. Mais bon, après, il a reconnu que ça ne marchait pas, quoi. C'est quoi l'isotrope? Isotrope, c'est-à-dire, quand vous regardez dans n'importe quelle direction, vous voyez la même chose. C'est isotrope et homogène. C'est pas ce qu'on voit, parce qu'on voit des étoiles, il y a du vide, il y a des endroits où il y a beaucoup de matière. Mais ça, c'est à petite échelle. Là. Vous voyez, ici, c'est pas isotrope. Pas... Mais à très très grande échelle, dans l'univers à très grande échelle, on considère qu'il est isotrope. C'est-à-dire, vous regardez dans n'importe quelle direction, vous voyez la même chose. La constante de Hubble, c'est le coefficient d'expansion de l'univers? C'est la relation, oui, c'est un peu ça. C'est la relation entre la vitesse et la distance. Donc plus c'est éloigné, plus ça va vite. C'est en expansion. Bon, récemment, il y a eu 2 prix Nobel, il y a 4 ou 5 ans, qui ont démontré que l'expansion, elle était en accélération. C'est-à-dire que la vitesse d'expansion augmente. On ne sait toujours pas l'expliquer, mais c'est ce qu'on constate dans les observations. Quelle est sa valeur admise actuellement? De la constante de Hubble? Eh bien, justement, c'est ce que je montrais là. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est aux alentours de, vous voyez, 70 km par seconde par mégaparsec. C'est une accélération. Mais quand on va dans le détail et qu'on fait des observations ultra précises, eh bien, on trouve, suivant la méthode qu'on utilise pour interpréter les observations, eh bien, on trouve une petite différence. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas l'expliquer. Peut-être c'est dû à soit ces observations-là, soit celles-là sont pas bonnes, soit il y a vraiment un problème de fond. Alors à ce moment-là, il faut inventer une nouvelle théorie. Donc pour l'instant, il faut préciser les mesures, faire des nouvelles mesures pour être sûr qu'il y a bien une différence. Mais si vraiment ça persiste, il y a un problème de fond, que moi je ne sais pas résoudre, mais personne pour l'instant. Alors si l'univers est en expansion, il se dilue. Et ça veut dire qu'il se refroidit. S'il se dilue, il se refroidit. Donc si on remonte dans le passé, il se réchauffe. Donc il était plus chaud dans le passé. Et maintenant, on a des preuves de ça. Voilà, des observations d'une galaxie qui a un grand redshift, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est à des milliards de kilomètres. Bon, elle est très très loin. Donc, on la voit telle qu'elle était il y a des milliards d'années. Bon. Dans cette galaxie, il y a des raies d'absorption, vous voyez les raies là. C'est des raies d'absorption dues au carbone atomique. Ces raies-là, correspondent à un électron de l'atome de carbone qui passe d'un certain niveau à un autre.
La différence d'énergie entre les deux niveaux correspond au ray qu'on observe, d'ailleurs à ces longueurs d'onde. Bon. Et la température qui correspond à cette différence d'énergie, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un atome, un photon, portait une certaine énergie, la différence d'énergie entre les deux niveaux de l'électron correspond justement à cela, et ça correspond à une certaine température, qu'on peut donc mesurer. Et donc, on trouve, je ne sais pas si je l'ai mis après, là, voilà, la distance de cet objet-là, dans le cadre du Big Bang qui était plus chaud dans le passé, la distance de cet objet-là donne une température de 9 degrés. C'est-à-dire, à l'époque de cet objet s'est formé, la température était 9 degrés. Et qu'est-ce qu'on mesure? On mesure entre 6 et 14. On mesure vraiment en faisant le spectre de l'objet. C'est-à-dire qu'on prouve là qu'effectivement, dans le passé, l'univers était plus chaud. Bon, alors là, c'est un passé assez récent, hein, parce que vous voyez, 9 degrés. Mais si on remonte beaucoup plus loin, eh bien, voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Le Soleil, à la naissance du Soleil, il y a 10 milliards d'années, ça va très lentement, mais là, ça commence à se réchauffer très vite. Vous voyez la différence, quoi. Et donc, au début de l'univers, 1 seconde après le Big Bang, 10 milliards de degrés. Alors, il y a plusieurs époques intéressantes là-dedans. Donc, les observations que je vous ai montrées juste avant, c'est à peu près là, quoi. 9 degrés, c'est quelque part par là, quoi. Mais si vous remontez suffisamment loin, à un moment donné, l'univers avait une température de 3000 degrés. Qu'est-ce qui se passe à 3000 degrés? Il faut le prendre à l'envers, c'est-à-dire on part de très très chaud et l'univers est en expansion, il se refroidit. Donc il est à des températures supérieures à 3000 degrés et il se refroidit, et à un moment donné il arrive à 3000 degrés. Qu'est-ce qui se passe à 3000 degrés? À 3000 degrés, ça correspond exactement à l'énergie qu'il faut pour qu'un électron qui se balade dans l'univers se rattache à un proton pour fabriquer un atome d'hydrogène. Donc, et comme les atomes d'hydrogène, les protons, c'est ce qui remplit tout l'univers, il n'y a presque rien d'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les électrons qui se baladaient n'importe où se rattachent aux protons qui étaient aussi n'importe où, et ça fabrique des atomes d'hydrogène. Et donc, les atomes d'hydrogène qu'on connaît maintenant, ils datent de cette époque-là. Et cette époque-là correspond à, là, il y a écrit 1 million d'années, mais en réalité, ça doit être 400 000 ans après le Big Bang, quand la température de l'univers était 3000 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle la recombinaison des électrons avec les protons. Et à ce moment-là, oui, on devrait dire combinaison. Non, mais c'est pas, ça voulait dire qu'il y en a eu une autre avant, et c'est pas vrai, il n'y en a pas eu avant. Donc c'est une combinaison. Mais c'est une façon de parler. On dit toujours la recombinaison d'un électron avec son proton. Bon, voilà, enfin, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, avant, il y avait des électrons qui se baladaient n'importe où, des protons n'importe où, et puis la lumière là-dedans, les photons aussi. Et à ce moment-là, il y avait suffisamment de collisions, les photons, ils passaient pas. Mais dès qu'il y a eu la recombinaison, les photons, ils pouvaient se balader sans interaction. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est à partir de ce moment-là que l'univers devient visible. La lumière traverse l'univers. Bon, puis si on remonte plus loin dans le passé, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, ça c'est aujourd'hui. Hein. Le rayonnement, c'est un des piliers du Big Bang aussi. Le rayonnement fossile, vous voyez, ça a été prédit par Gamow en 1948. Découvert fortuitement par Penzas et Wilson en 1965. Oh, il y a toute une histoire là-dessus. C'est un rayonnement qui... Enfin, ces deux ingénieurs, là, Penzas et Wilson, là, ces deux-là, ils étaient spécialistes des radiotélescopes, des ondes radio. Vous voyez, avec des engins comme ça. Juste après la guerre, on avait des radars, des choses comme ça, mais en fait, qui fonctionnaient dans les ondes radio, c'est-à-dire invisibles à l'œil, mais des longueurs d'onde très grandes.
Bon, ils étaient spécialistes de ça et ils observaient le ciel. Mais il y avait toujours un bruit de fond, c'est-à-dire qu'ils regardent n'importe où, il y avait toujours un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et on raconte des histoires, ah ben peut-être il y a des oiseaux qui se baladent, ou peut-être il y a... Enfin, ils ont essayé ils ont cherché partout et il y avait toujours un bruit de fond qui n'était inexpliqué. Et Dicke, Peebles, Roll et Wilkinson, à ce moment-là, eux connaissaient la théorie, parce que là, ils ne connaissaient pas la théorie du Big Bang, ils avaient juste découvert qu'il y avait un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et les autres se sont dit, mais peut-être c'est le bruit de fond cosmologique, justement, celui qui était prédit par Gamow. Alors voilà, ce qui est prédit, c'est ça, c'est-à-dire la température de l'univers à une certaine époque. Et ce qu'ils ont observé, ils ont observé exactement ça, quoi. Alors, pour que vous compreniez bien ce qui se passe là, quand je regarde une étoile, une étoile, c'est une boule de gaz qui avec la fusion thermonucléaire, tout ça. Mais à la surface, il y a une certaine température. Et on peut assimiler une étoile à ce qu'on appelle un corps noir. C'est-à-dire que quand vous faites le spectre d'une étoile, vous avez cette lumière-là. L'intensité lumineuse d'une étoile, c'est ça, en fonction de la longueur d'onde. Une étoile dont la température à la surface est de l'ordre de 5500 degrés, c'est-à-dire comme le Soleil, ben voilà la lumière qu'elle émet en fonction de la longueur d'onde. Comme par hasard, le visible, il est là. Ça vous explique pourquoi nos yeux sont sensibles là. Nos yeux sont sensibles dans le visible. Là, nos yeux ne voient rien là, ne voient rien là. Mais tout ça, c'est de la lumière. Nos yeux voient ici, justement parce que c'est là que le Soleil émet le maximum de lumière. Donc, on s'est habitué à ça. Donc, suivant la température de la surface d'une étoile, vous avez une émission lumineuse qui est différente. Vous avez les étoiles froides, vous voyez, le maximum, il est déplacé vers l'infrarouge. Une étoile chaude, il est déplacé vers l'ultraviolet. Eh bien, quand on fait le spectre du bruit de fond cosmologique, on s'aperçoit que ça, c'est déplacé très très loin dans les ondes millimétriques, et ça correspond à une température de 2,7 degrés Kelvin. Donc c'est extrêmement froid. Et ça, c'est la température du fond cosmologique, c'est-à-dire la température mesurer aujourd'hui de ce qui s'est passé quand l'univers avait 3000 degrés et qu'il y a eu la recombinaison des électrons avec les protons pour fabriquer l'hydrogène. Et cette lumière-là qui a été émise à ce moment-là, eh bien maintenant on la mesure à 2,7 degrés au lieu de 3000. Donc l'univers s'est refroidi de cette quantité-là depuis 13 milliards d'années à peu près. C'est clair tout ça? Ouais. Je n'ai pas compris, vous avez dit ça, c'est décalé vers 3 degrés. Oui. C'est quoi le sens? Le sens, c'est la quantité de lumière émise par un objet comme une étoile dont sa température est 1000 degrés. La quantité qui est sous la courbe. C'est le maximum là. Ce maximum-là, il est décalé, plus c'est froid, plus c'est décalé par là. Plus c'est chaud, plus ça va dans l'autre sens. Donc c'est la quantité de lumière émise par une étoile, ça sera toujours de cette forme-là, mais le maximum sera décalé là-bas. C'est plus clair? Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui est complètement parti à droite là? Mais c'est ça? Oui, d'accord, mais pour le fond cosmologique, Eh bien c'est ça, mais loin par là. quand on mesure le fond cosmologique, Oui? Ben, c'est la courbe, c'est celle-là. Non, c'est dans l'autre sens. C'est celle-là. Évidemment, là, il y a ce que je montrais là après, c'est juste le haut là. Ben, ce haut-là, ce maximum-là, il est à cette longueur d'onde-là, en centimètres, là, vous voyez, 0,2, 0,3 centimètres de longueur d'onde, c'est les ondes radio, et ça correspond à la température 2,7 degrés. Cette température qu'on mesure là. On mesure en mesurant l'intensité là. si on les superposait, on ne pourrait pas voir la petite courbe qui fait cette
Comment on les super... Mais c'est la même chose, c'est la même courbe, mais celle-là, là, c'est la même chose qu'avant. Mais avant, ce que je montrais avant, c'était juste le haut, là. Ouais. C'est pas clair. Ben non, c'est ça, on peut pas superposer celle-ci qui était pour le grand possible. On peut pas la mettre sur. Non, mais là, bon, on a l'étoile, le soleil, par exemple, si tu mesures l'intensité du soleil, la quantité de lumière émise par le soleil dans les différentes longueurs d'onde, ça s'appelle de la photométrie. Tu la mesures ici, à cette longueur d'onde-là, tu trouves ça. Tu la mesures dans le visible, tu trouves ça, etc. Si tu la mesures là, tu trouves quelque chose qui est là. Si tu la mesures dans les ondes radio, le soleil, il émet aussi dans les ondes radio, mais c'est beaucoup plus petit, quoi. Beaucoup moins intense. Bon, bah, donc, ce qu'ils ont trouvé, la courbe qu'ils ont trouvée, celle-là, eh ben on s'aperçoit que le maximum, il est à 0,2, ça correspond à 2,7 degrés. C'est-à-dire, c'est la même chose que ça, mais décalé loin vers la radio. C'est pas clair. Si? Par contre, le sommet, il est tout petit par rapport à... Ah, le sommet, il est tout petit. Ça, c'est l'intensité. Plus les degrés diminuent, plus le sommet diminue. Oui, si on veut, parce que le soleil, évidemment, c'est brillant, etc. Mais le rayonnement cosmologique, c'est pas brillant, il y a peu de photons. Bon, l'intensité diminue, mais la forme de la courbe, c'est toujours la même, et le maximum détermine la température. Bon, mais il y a des lois qui disent ça, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est... Bon, ben voilà, ça a été mesuré par des satellites, puisque ça se fait dans les ondes millimétriques, centimétriques, donc ça n'arrive pas au sol, donc il faut des satellites. Et puis d'autres satellites, etc. Et puis le fameux satellite Planck, là, de l'Agence spatiale européenne, qui lui a mesuré ça très précisément depuis les années 2010. Il faut des années pour traiter les données et donner des résultats. Les résultats sont assez récents là maintenant. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais voilà le résultat. C'est-à-dire, voilà, c'est le relevé complet du ciel par le satellite Planck dans les différentes longueurs d'onde millimétriques où il avait des instruments qui observaient. Et voilà ce qu'il observe. Donc ça, c'est le ciel. Et ça, ça correspond à l'état de l'univers quand il avait 3000 degrés. C'est-à-dire à l'époque de environ 400 000 ans après le Big Bang, l'univers était comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Il y a du rouge, il y a du bleu. Tout ça, c'est des différences de température. Alors, les différences sont extrêmement petites, hein, c'est de l'ordre du 10 millième. Mais les instruments sont tellement précis maintenant qu'on peut mesurer ça. Donc là, ça veut dire qu'il y avait quelques 10 millièmes de degrés de moins que là. Et ça, c'est lié après, c'est lié à la densité. Et donc, à partir de là, on explique toutes les grandes structures de l'univers à partir de là. Enfin, certains modèles expliquent ça. Donc, si je résume un peu tout ça, le Big Bang, c'est une théorie, la théorie du Big Bang, c'est toujours une théorie, mais c'est une théorie scientifique qui est très solide, parce qu'elle a fait des prédictions qu'on a vérifiées dans des observations. Elle repose sur plusieurs piliers, donc l'expansion, l'univers étant d'expansion, donc il se refroidit, les fluctuations du fond, le rayonnement fossile et ses fluctuations. Le rayonnement fossile, donc l'état de l'univers quand il avait 3000 degrés, qu'on mesure maintenant à 2,7 degrés, mais depuis ce temps-là, les photons, ils se baladent sans interaction. Les fluctuations de température très minimes, qui correspondent à des fluctuations de densité, et donc, avec la gravité, la théorie de la gravité, on explique qu'avec le temps, ces différences de densité, de température, donc de densité, ont donné des structures, des endroits où il y a des galaxies, des endroits où il n'y en a pas, etc., etc. Et le dernier pilier, c'est justement la nucléosynthèse, donc la formation des éléments chimiques. Alors ça, c'est Gamow, c'est lui qui a fait des prédictions là-dessus, qui a fait des calculs en 1946. Voilà ce qu'il a, avec d'autres, hein, Alpher, Bethe et Gamow. Voilà, ils ont travaillé sur cette équation-là. Un proton plus un neutron, ça donne un atome de deutérium.
mais ça c'est connu, et plus un rayonnement gamma. Bon. Et cette réaction-là ne peut se faire qu'au-dessus du milliard de degrés. Donc, pour que cette réaction-là se fasse, il faut que l'univers soit plus chaud qu'à 1 milliard de degrés. Donc, très près après le Big Bang, à 1 milliard de degrés, quand il est plus chaud qu'à 1 milliard de degrés, il y a ça, fabrication de deutérium. Et ensuite, dès que ça passe en dessous du milliard, il se passe ça, différentes réactions. L'atome de deutérium, il peut donner, avec un proton supplémentaire, il donne de l'hélium, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça se passe dès que la température descend en dessous du milliard de degrés. Donc vous voyez, fabrication de deutérium, fabrication d'hélium 3, d'hélium 4, un petit peu de beryllium, un petit peu de lithium, enfin, surtout un petit peu de lithium. Donc ces éléments-là ont été fabriqués quand l'univers avait moins de 1 milliard de degrés, mais toujours très chaud, quoi. Et à un certain moment, la température continue toujours à diminuer, et à un certain moment, la densité, puisqu'il est toujours en expansion, l'univers, la densité devient trop faible, et ça s'arrête. Ces équations-là s'arrêtent, la nucléosynthèse s'arrête. Donc ça s'appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est ce qui s'est passé dans les 3 premières minutes après le Big Bang, quand la température était de l'ordre du milliard de degrés, et avec l'expansion, au bout d'un certain temps, au bout de quelques minutes, ça s'arrête. Alors on peut calculer combien il s'en est fabriqué. Alors vous voyez la température en milliards de degrés. En dessous du milliard, il fabrique du lithium 7, etc., etc. Et en noir, c'est des neutrons. Évidemment, pour fabriquer les atomes, il faut des neutrons. Donc la quantité de neutrons, elle diminue, etc. Donc vous faites le calcul et vous trouvez ça. Et puis après, vous essayez de faire des observations pour confirmer. Alors voilà une autre façon de présenter les choses. Voilà la quantité d'hélium fabriquée pendant les 3 premières minutes de l'univers en fonction d'un certain paramètre. Lui-là, bon, vous voyez le courbe, bon, c'est à peu près, c'est presque plat, donc c'est pas très intéressant. Par contre, le deutérium, vous voyez que le deutérium, en fonction de ce paramètre-là, c'est lié à la température, hein, varie très fortement. Donc il est extrêmement intéressant comme élément, parce qu'une petite différence, l'abondance étant très dépendante de la température, suivant, si vous trouvez une abondance ici, vous avez là, et puis si c'est là, vous voyez, enfin, c'est un élément intéressant, alors que l'hélium c'est à peu près plat, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. Et puis l'hélium, il est là. Et puis, le lithium, il est là. Alors, le lithium, il est intéressant aussi. Bon. Ça, c'est les prédictions. Alors après, on fait des observations. Et voilà ce qu'on trouve. Vous voyez, les carrés violets, c'est les observations. Bon, je résume, hein, parce que des observations, il y en a eu énormément. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y a des petites différences. Mais grosso modo, ce sont ces carrés-là. Et vous voyez que ça a l'air de coller, c'est-à-dire qu'on observe bien, la quantité de lithium qu'on observe, elle tombe bien sur la courbe, l'hélium, le deutérium, l'hélium là-haut, et le deutérium. Voilà. Et donc la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire les prédictions de fabrication d'hélium, de lithium et de deutérium, et c'est surtout le deutérium, c'est pour ça que d'ailleurs le satellite FUSE avait été envoyé, c'était pour mesurer le deutérium, dont les raies sont dans l'ultraviolet lointain. Tout ça, on ne peut pas le faire du sol. Et vous voyez que, grosso modo, les abondances observées collent avec les prédictions. Donc, c'est vraiment un des piliers fondamentaux de la théorie du Big Bang, c'est qu'elle est solide. Là. Et puis, en plus, si je rentre dans les détails, pour faire ces calculs-là, il fallait connaître la durée de vie du neutron. La durée de vie du neutron intervient dans tous ces calculs et elle n'était pas connue au moment de ces calculs. Et donc ils ont fait une prédiction, la durée de vie du neutron doit être tant pour que ça colle. Et ils l'ont mesuré après dans les accélérateurs de particules et c'était la bonne valeur. Donc c'est solide. Bon, là je passe. Bon, alors si vous voulez résumer tout ce que j'ai raconté sur le Big Bang, voilà. Donc au départ, on ne sait pas ce qui s'est passé au départ. Hein. Retenez seulement que le Big Bang, c'est pas une explosion originelle. Hein.
Ce n'est pas une explosion dans un espace qui existait déjà. C'est l'espace lui-même qui est en expansion et qui explose. Dans rien. Bon, alors évidemment, là, on ne peut plus imaginer les choses. Donc, il se passe quelque chose à l'instant zéro, puis d'ailleurs, on ne peut même pas parler d'instant zéro et de temps, hein, parce que ça, c'est... Si on parle de ça, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y avait avant on ne peut rien dire. Mais à un certain moment, il y a... l'univers a une certaine température extrêmement chaude, il y a une soupe de particules, de photons et tout ça s'est mélangé. À 3000 degrés, ça se refroidit, c'est en expansion. À 3000 degrés, les électrons se recombinent aux protons, ça fabrique l'hydrogène, et donc les photons sont au libre cours après, et on les mesure à 2,7 K maintenant. Donc ça se passe ici. Et se fabrique, dans les 3 premières minutes, se fabriquent les éléments, et puis ensuite, il y a... Alors, vous voyez, il y a écrit H sombre, etc. Quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a même ce qu'on appelle maintenant une phase d'inflation, c'est-à-dire ici l'inflation. D'un seul coup, l'expansion a été exponentielle. C'est difficile à... Pourquoi on a été obligé d'introduire cette phase d'inflation? C'est pour répondre à des problèmes de cosmologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que ce n'est pas mon domaine. Mais si on introduit une phase d'inflation, on arrive à résoudre plein d'autres problèmes. Alors, à quoi est due la phase d'inflation? C'est encore une autre question, ça. Mais bon. Et puis après, la gravité fait son temps, fait son œuvre, et puis on arrive à voir à maintenant. Bon, je passe là-dessus. Ah bah si, vous voyez, le résultat du satellite Planck, hein, c'est l'âge de l'univers, on le connaît bien maintenant. Hein. 13,7. Alors, l'âge de l'univers, encore une fois, hein, c'est l'âge depuis qu'il s'est passé le Big Bang, ce qu'on appelle le Big Bang, qui n'est pas une explosion dans un espace préexistant. Le taux d'expansion, bon, c'est la constante de Hubble, mais je vous ai dit qu'il peut y avoir un problème là. Là, au moment de l'émission du rayonnement fossile, c'est-à-dire la recombinaison des électrons qui ont fabriqué l'hydrogène, ça s'est passé donc 376 000 ans après. Bon. Et puis, les premières étoiles, il a fallu attendre 445 millions d'années pour les fabriquer. Bon, puis alors le contenu de l'univers, si ça vous intéresse, vous voyez aujourd'hui, 72%, mais bon, c'est de l'ordre de 72% de l'univers, c'est de l'énergie noire. Ce qu'on appelle l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, il y a peut-être un problème de fond. On a peut-être besoin d'un nouvel Einstein qui trouve une nouvelle théorie pour expliquer tout ça. En tout cas, ils sont obligés de supposer ça. On ne sait pas ce que c'est. 24%, c'est de la matière noire. Alors là, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça existe. Parce qu'on voit ses effets. Il y a un mois, je crois, l'Agence spatiale européenne a envoyé un satellite qui s'appelle... comment il s'appelle? Ah ben mince alors. Il est très connu. Il a été mis en orbite il y a un mois, là. Ça m'échappe. Surtout qu'à l'IAP, ils ont participé. C'est pas Planck, c'est Bon, ben je sais plus, voilà. Comment? Non, juste c'est pour aller voir Jupiter. C'est vieux, il existe toujours, mais c'est dans la phrase. Non, c'est pas c'est tout récent, il vient d'être mis en orbite, là. Pas en orbite autour de la Terre, il est au point de Lagrange à 2 millions de kilomètres, mais... Ah mince, alors ça c'est fort. Ouais, mais c'est l'âge, ça, voilà, bon. Et puis, celui-là, on en a parlé, parce qu'il est à moitié français, quand même. Et puis la matière ordinaire, vous voyez que la matière ordinaire, c'est seulement 4%. Là, on pourrait dire, vous voyez, si on fait un peu de philo, là, à une époque, on pensait que la Terre était au centre du monde. Et puis après, la Terre n'est plus au centre du monde, mais enfin le système solaire au centre du monde. Et puis après, on a vu qu'il y avait des tas d'étoiles, et puis qu'il y avait des galaxies. Et on sait maintenant que le système solaire n'est même pas au centre de la galaxie, de la Voie lactée, mais sur un côté, etc. Et bien maintenant, on en est au point de dire que la matière ordinaire, hein, la matière qui fait ces atomes qui font cette table, et ben ça représente que 4% du contenu de l'univers.
C'est-à-dire que même la matière qu'on connaît, elle n'est pas du tout au centre de l'univers, etc. Bon. Une anomalie. C'est Une anomalie. Nous sommes une anomalie. Phénomène, un épiphénomène. Nous sommes un épiphénomène, oui. Alors évidemment, il y a des gens qui disent tout ça, ça a été fait pour arriver à l'homme. Bon, c'est un autre problème. Ben oui. Alors bon, je reviens au tableau périodique. Et ben donc, les éléments légers, l'hydrogène, les atomes d'hydrogène que vous avez dans le corps, ils datent donc du Big Bang, hein, 13,7 milliards d'années, enfin à 400 000 ans près, quoi. Le lithium, un peu de beryllium et l'hélium. Tout ça, ça date des 3 premières minutes de l'univers. Tout le reste a été fabriqué après. Et donc beaucoup plus jeune, entre guillemets. Alors, dans tout le reste, il y a lithium, beryllium et bore. Donc lithium, il y en a un peu qui vient du Big Bang, mais il y en a aussi qui est fabriqué après. Alors lithium, beryllium et bore, eux, ils ont été fabriqués par ce qu'on appelle des réactions de spallation. Alors là, Hubert Reeves, c'est lui qui a fait tous ces calculs-là. Toutes ces réactions-là, les réactions de spallation, donc il a montré que le lithium pouvait... Il y en avait une partie qui venait du Big Bang, mais la grosse partie venait d'ailleurs, de ces réactions-là qui se passent dans le milieu interstellaire. Entre les étoiles, il y a des atomes, et il y a des neutrons, des protons qui se baladent à très grande vitesse, qui se collisionnent avec ces atomes, qui les cassent et qui fabriquent lithium, beryllium, bore. Bon, il a fait tous ces calculs, alors on peut faire des prédictions, c'est ce qu'on observe, vous voyez. Donc, la quantité de deutérium dans l'univers, depuis sa formation, elle ne fait que diminuer. Parce qu'il ne s'en est fabriqué que pendant le Big Bang, aux 3 premières minutes. Après, on ne connaît aucun moyen de fabriquer du deutérium. Donc son abondance ne peut que diminuer, avec le temps. L'hélium 3, on ne sait pas. L'hélium 4, lui, ça augmente en permanence, puisqu'il s'en fabrique aussi dans les étoiles. Lithium, beryllium, bore, ça ne peut qu'augmenter aussi. Bon, on fait ces prédictions-là, et puis après, on fait des observations, et on voit que ça marche, quoi. Vous voyez. Bon. Alors, les observations pour... Ça, c'est un autre problème, mais la matière primordiale... Ce qu'on voudrait, c'est mesurer l'abondance telle qu'elle était 300 000 ans après le Big Bang. Évidemment, ça, c'est impossible. Donc, on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Donc, on utilise les quasars qui sont extrêmement loin, donc extrêmement vieux, etc. Et on arrive à faire... Et donc, les prédictions marchent, quoi, grosso modo. Et tous les autres éléments, donc... à part lithium, hydrogène, hélium, deutérium, lithium, beryllium, bore, tout le reste c'est fabriqué dans les étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Et c'est pour ça qu'on dit nous sommes poussière d'étoiles. C'est-à-dire que tous les atomes, à part les très légers dont j'ai parlé, tous les autres ont été fabriqués dans des générations précédentes d'étoiles, précédentes au Soleil. Donc les gens qui ont trouvé ça, c'est ceux-là, là, dont Hoyle, encore une fois, dès 1957. Voilà les réactions qu'ils ont utilisées. Donc ça, c'est ce qui se passe au centre des étoiles. Une étoile, c'est donc un énorme nuage de gaz qui s'effondre sur lui-même, de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité. Donc quand il s'effondre sur lui-même au centre, la densité augmente, la pression augmente, donc la température augmente. Puis il continue à s'effondrer, donc ça augmente jusqu'à ce que ça atteigne 1 million ou 10 millions de degrés. À ce moment-là, ces réactions-là de thermonucléaire s'allument, et donc fabrication de ces éléments-là. Donc, à nouveau, deutérium, ça passe par le deutérium, l'hélium 3, et ça fabrique de l'hélium 4. Donc, au centre du Soleil, c'est ce qui se passe. Ça s'appelle des réactions de fusion. Et on prend 2 atomes plus légers, on les fusionne. Ce n'est pas ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Hein. Dans les centrales nucléaires, c'est l'inverse, on prend des gros atomes, de l'uranium, et on les casse en plus petits. Fission. Là, c'est la fusion. C'est ce qu'on essaye de faire dans ITER, la grande manip ITER, là, qui est au CEA, pas loin d'ici, là. Oui, voilà, à Cadarache. Ouais. Donc, ils essayent de faire la fusion, et ça progresse, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous suivez, mais on arrive à faire de la fusion maintenant, pendant très peu de temps, mais on y arrive. On y arrive depuis longtemps, enfin relativement longtemps, mais on avait besoin de plus d'énergie que ce que ça produisait. Évidemment, c'était ennuyeux. Maintenant, ils arrivent à faire de la fusion, à fabriquer de l'énergie supérieure à celle qu'il faut injecter pour faire la réaction. Bon, enfin bref, c'est pas le problème.
Et puis alors, bon, donc dans les étoiles, ce qu'on appelle, quand elles passent la majeure partie de leur temps sur ce qu'on appelle la séquence principale, donc il y a la fusion de l'hydrogène pour fabriquer l'hélium, etc. Ça dure des milliards d'années dans une étoile comme le Soleil, ça dure 10 milliards d'années à peu près. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'hydrogène. Dans le cœur où ça fusionne, il n'y a plus d'hydrogène, donc ces réactions-là s'arrêtent. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme ces réactions-là s'arrêtent, le débit d'énergie s'arrête, donc l'étoile se met à se recontracter sur elle-même, à s'effondrer sur elle-même, pour compenser. Puisqu'il n'y a rien qui l'empêche de s'effondrer, elle se met à se réeffondrer. Donc, au centre, dans le cœur de fusion, la densité augmente encore, la pression et la température. Et donc, on arrive à plusieurs dizaines de millions de degrés, et il y a d'autres réactions nucléaires qui s'enclenchent, et ça s'appelle les phases terminales des étoiles. Et là, on fabrique des éléments plus lourds que hélium, on fabrique carbone, azote, oxygène, etc., etc., jusqu'au fer. Et au fer, ça s'arrête. Pour des raisons de physique atomique, ça s'arrête au fer. Et pour aller plus loin, les éléments qui sont plus lourds que le fer, à ce moment-là, il y a différents processus. Vous voyez, par exemple, dans les étoiles de faible masse, au-delà du fer, on fait des captures lentes de neutrons, donc on arrive à fabriquer des éléments plus lourds que le fer. Ou alors dans la fusion d'étoiles à neutrons, maintenant on a découvert ça, et donc on sait les étoiles à neutrons, ça existe, elles peuvent fusionner, on a détecté les ondes gravitationnelles qui proviennent de la fusion d'étoiles à neutrons, et ça fabrique aussi des éléments dont on a mesuré l'abondance, enfin on a fait des observations qui montrent la fabrication d'éléments lourds dans ce genre d'événements extrêmement énergétiques. Voilà. Ça s'appelle capture rapide de neutrons. Et tout ça, ça fabrique la métallicité, donc tous les éléments, sauf les quelques légers dont je vous ai parlé. Alors, pour vous rappeler la fusion, vous voyez, la fusion, vous prenez du deutérium, ce que va faire ITER, du deutérium plus du tritium, vous fabriquez ça. Ça dégage une certaine quantité d'énergie. La fission, c'est l'inverse. Vous prenez des atomes lourds, vous les cassez avec des neutrons, et ça fabrique des produits de fission, et ça dégage de l'énergie aussi. Alors, l'explication, c'est E égale mc2, c'est-à-dire que si vous mesurez la masse de ce que vous mettez de ce côté-là, et la masse ou l'énergie, c'est pareil, de ce qui produit de ce côté-là, vous voyez qu'il y a une différence. La différence, c'est l'énergie produite, justement, E égale mc2, quoi. Et la même chose de l'autre côté. Alors, juste un petit exemple. Là. La masse du Soleil, c'est 2 puissance 33 grammes. Bon, c'est lourd, hein. Le cœur chaud, là, où se réalise la fusion, c'est à peu près 10% de cette masse, au cœur du Soleil. Donc, ça fait 10%, ça fait une réserve d'énergie de 10 puissance 51 erg. Le Soleil, il rayonne. Et donc, ça se mesure, évidemment, et il rayonne à peu près 4 10 puissance 33 erg par seconde. C'est une unité d'énergie, mais c'est une unité d'énergie, je ne sais pas la définir vraiment. Donc, le Soleil rayonne ça, donc vous faites le calcul, après vous voyez qu'il va... non, c'est là. Vous voyez qu'il va vivre 10 milliards d'années. Pour dégager tout ça, il lui faut 10 milliards d'années, à peu près. Donc tout ça, c'est très clair maintenant, on explique très bien. Et ça date juste au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas d'où venait l'énergie du Soleil, n'est-ce pas? Bon, un petit peu avant. Oui. Enfin, non, au début du XXe siècle, on ne savait pas. Bon, ça c'est donc quand les températures sont beaucoup plus grandes au centre, là, les grosses étoiles, vous voyez, plus la température augmente, on en est à 300 milliards de degrés, ça fabrique du silicium, des choses comme ça. Enfin, alors là, ça va très vite, se fabriquer. Donc on peut faire tous ces... Puis ça, c'est à l'intérieur d'une supernova. Bon. Voilà, je passe là-dessus. Voilà, les éléments plus lourds. Ça, c'est les abondances relatives de tous ces éléments chimiques dans l'univers. Alors là, c'est les abondances relatives. On suppose que le silicium, c'est 10 puissance 6, et donc par rapport au silicium, tous les autres, voilà comment ils se produisent. Donc vous voyez, lithium, beryllium, bore, ça en a très peu.
Hydrogène, hélium, c'est la grande majorité. Du fer, il y a tout ça. L'argent, il doit y avoir l'or ici, il n'y en a pas beaucoup. L'uranium, c'est encore plus bas. Enfin, c'est les abondances relatives des éléments dans l'univers, quoi. Dans le Soleil, c'est à peu près ça. Bah voilà, dans le Soleil. Vous pouvez lire ça, ouais. Donc c'est beaucoup d'hydrogène, un peu d'hélium et presque rien du reste. Mais presque rien du reste, ça suffit pour faire des terres et des choses comme ça. Bon, peut-être que vous en avez assez, ou il est peut-être trop tard là, mais là c'est parce qu'il y a un cycle des éléments chimiques, évidemment. Comment ça se fait que nous on en a alors qu'ils sont faits dans les étoiles? Ben, c'est parce que voilà, le cycle d'une vie d'une étoile, du genre Soleil. Donc elle se fabrique dans un nuage, enfin un grand nuage interstellaire qui se contracte, température augmente au centre, les réactions nucléaires se déclenchent, l'étoile est née, proto-étoile, il peut y avoir des planètes autour, et puis elle évolue, là elle fabrique son hélium, etc., elle brûle son hydrogène, là ça s'arrête, donc il se passe des choses. Alors suivant la masse de l'étoile, bah, si elle a une masse plus petite que 8 fois la masse du Soleil, eh ben, ça va devenir une naine blanche. Donc le Soleil, c'est ce qu'il va devenir. Dans 5 milliards d'années, il va devenir une naine blanche, c'est-à-dire une espèce de gros cristal de carbone, d'oxygène, qui va se refroidir en des milliards d'années. Si sa masse est plus grande que 8 fois la masse du Soleil, bah, ça peut devenir une supernova. Donc ça va exploser, ça va envoyer vers l'extérieur des tas d'éléments chimiques qui ont été fabriqués, qui vont se retrouver dans l'espace, qui vont se retrouver dans un autre nuage interstellaire où il va se fabriquer une nouvelle étoile, avec les éléments qui avaient été fabriqués par une ancienne, etc., etc. Et puis, quand elle explose, bon, ça envoie des éléments chimiques à l'extérieur, mais au centre, eh ben, il reste ce qu'on appelle... il peut rester une étoile à neutrons ou un trou noir. Alors, un trou noir, si elle a une certaine masse, ça fabrique un trou noir. Sinon, c'est une étoile à neutrons. Là, Black Dwarf, c'est-à-dire, ça, c'est les naines blanches, c'est-à-dire le Soleil, pour les petites étoiles, donc une naine blanche, un cristal carbone-oxygène qui va se refroidir, donc ça va devenir une naine noire, etc. Bon. C'est clair à peu près tout ça? Ben voilà, donc nous sommes une poussière d'étoiles. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, je ne vais pas répéter. Bon. Mais je vais m'arrêter là, sinon après, je peux vous expliquer plus ce que c'est que des raies atomiques dans un spectre. Sinon, je m'arrête là. Ah bon? Jusqu'à la nuit, la normalement. Alors, si vous n'en avez pas marre... Alors... Les raies atomiques, donc je vous ai dit, c'est un électron qui passe d'un niveau à un autre. La différence d'énergie entre deux niveaux, elle est bien précise. Et si l'électron reçoit par exemple un photon qui a exactement l'énergie nécessaire pour qu'il passe de ce niveau-là au niveau du dessus, il va le faire. Et donc ça va fabriquer une raie d'émission ou une raie d'absorption. Et chaque élément chimique a son code barre, si on peut dire, c'est-à-dire ces raies qui correspondent aux différents niveaux d'énergie des électrons. Vous voyez, l'hélium, c'est ça, le sodium, c'est ça. Et chaque élément chimique a sa propre caractéristique qu'on ne peut pas confondre avec une autre. Donc les éléments chimiques, on peut les reconnaître exactement avec les raies qu'on observe. Alors évidemment, en général, on n'observe pas toutes les raies possibles, parce que alors après, il y a plein d'autres choses qui interviennent. Il y a c'est la physique atomique qui dit l'intensité des raies, etc. Mais bon. Donc, les éléments chimiques, on peut les reconnaître en faisant le spectre. Donc là, vous avez un exemple de quelques éléments. Alors, il y a les raies d'émission et les raies d'absorption. Donc, si vous faites un spectre, là, ce soir, d'une étoile, vous allez voir des raies d'absorption, des raies sombres dans le spectre de l'étoile. Donc ça, c'est le spectre d'une étoile du genre Soleil, vous avez l'arc-en-ciel avec certaines raies. Alors, on parle de spectre, mais un spectre, quand on l'observe avec un instrument, c'est ça. Mais quand on l'analyse, on fait passer une droite là, et on trouve ça.
hein, mais c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais oui. Quand vous faites un spectre sur un instrument avec une caméra CCD, par exemple, ben, c'est ça, vous allez trouver ça. Puis après, vous pouvez additionner toutes les raies, toutes les lignes du CCD pour en faire une seule, et puis ça va donner ça, quoi. Bon, puis il y a plein d'ajustements à faire, parce que le spectre que vous avez, il ne donne pas quelque chose de parfait. Et puis il faut corriger de plein de choses, etc. Mais une fois que vous avez corrigé tout, alors les raies d'absorption, ben, elles sont dues la lumière qui arrive, ça fait le spectre, et puis les atomes qui sont à la surface de l'étoile, eh bien, ils fabriquent ces raies d'absorption. Bon. Non, c'est là. Voilà. Voilà, spectre atomique, donc vous avez des exemples. Alors, non, c'est pas ça, si je me trompe, là, je vais dans le mauvais sens. Voilà, bon, je passe tout ça. Là, vous avez, je vous ai dit, chaque élément chimique a son code barre. Là, vous avez le code barre, enfin, c'est-à-dire les raies atomiques de chaque élément. Eh ben, en dessous, là, je vais vous mettre un spectre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans le spectre de cet objet-là? Il y a du carbone. Ouais. En tout cas, il y a au moins un élément qui n'y est pas. Voilà, il y a un des trois, un des six, là, ou des 8, 1, 2, 3, 4. Ouais, l'hydrogène moléculaire, il n'y en a pas dans cet objet-là. Hein. Ah, vous voyez, vous faites un spectre, et suivant les règles que vous observez, vous pouvez trouver les éléments chimiques qu'il y a dans l'objet que vous observez. À condition qu'il n'y ait pas de décalage. Alors, à condition que, quand vous faites le spectre, vous mesurez la longueur d'onde de chaque raie. Et la longueur d'onde de chaque raie, il y a des tableaux, des tables entières, où vous avez les longueurs d'onde de toutes les raies, de tous les éléments chimiques. Donc, si vous observez la bonne longueur d'onde, vous en déduisez tel élément. Mais, évidemment, comme tu dis, il peut y avoir des décalages. Par exemple, les redshifts. Si l'objet que vous observez il a une certaine vitesse, bah, toutes ces raies-là vont être décalées. Mais pour un élément chimique, ce n'est pas une raie qui va être décalée, c'est toutes. Donc, pour reconnaître l'élément, il n'y a pas de problème, même si c'est décalé. Il faut que toutes les raies soient décalées de la même façon. Oui. Alors, pour mesurer la vitesse, quoi, Le décalage, parce qu'en fait, quand on a un spectre, enfin, on fait une spectro d'un champ d'étoiles, on a plein de petits spectres, oui. et il y en a qui sont plus à gauche que d'autres, parce que par rapport à la position des étoiles. Oui. Mais Ah bah, on étalonne ça. en vitesse, alors, en gros, pour avoir les longueurs d'onde, quoi. Ouais. Ouais. Bah, il faut utiliser le même instrument, le même spectro, mais avec une lampe de comparaison dont on connaît parfaitement bien les raies et les longueurs d'onde. Alors on utilise par exemple des lampes au thorium ou autre chose, où ça dépend de la longueur d'onde où on observe, parce qu'on choisit la bonne lampe, la bonne référence. Donc vous faites le spectre de la lampe avec le même instrument, tout pareil, et la lampe, vous connaissez parfaitement bien ces raies, donc vous les identifiez dans le spectre, donc vous avez parfaitement bien la longueur d'onde, et ensuite vous collez ça sur le spectre de l'objet en question, et vous voyez les différences. Enfin, oui, c'est ça, voilà. C'est une calibration, quoi. Roger, et dans le cas du Soleil observé dans l'ultraviolet depuis un satellite, à 450 km d'altitude, la nature fait bien les choses, parce qu'il y a encore l'hydrogène est très léger, il y en a encore un petit peu dans l'atmosphère, et on a deux raies, une raie émise par le Soleil, et puis au centre, une raie très fine, c'est l'hydrogène de l'atmosphère terrestre, Voilà. pas de la haute atmosphère Ouais. terrestre. Et donc La ça nature fait bien les choses. la nature fait très bien les choses, mais même l'homme Et fait... dans le milieu interstellaire, Alors, là, on utilise des lampes, mais l'homme fait aussi très bien les choses, parce que moi, quand j'observais au Chili un spectre visible, donc, je détectais les raies du sodium des lampadaires de la ville d'à côté, de La Serena. Les lampes au sodium, je détectais les raies du sodium de ces lampes-là.
Et donc, comme elles sont au repos par rapport à l'observatoire, j'avais exactement la calibration en longueur d'onde à partir des raies et des lampadaires. Ça revient à la lampe dont vous parliez. Voilà, ça me servait de lampe. Enfin, c'était une confirmation, parce que la lampe, c'est quand même mieux. Il y a plein de raies, il n'y en a pas que 2, comme dans le cas du sodium. Mais voilà. Donc, d'une part, j'arrivais à détecter la ville d'à côté, et ça me servait de calibration. Alors, donc, dans ce spectre-là, vous voyez, il y avait ça. Il y avait de l'hydrogène, il y avait du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Bon, je ne sais pas si je... Alors, une fois que vous observez les raies, vous voulez en déduire l'abondance de l'élément. Alors là, c'est une autre affaire compliquée, mais on y arrive. Vous en avez pas marre, là, parce que... Quand vous observez une raie d'absorption comme ça, comme les raies noires dans le spectre, elle dépend, sa forme, son intensité dépend de plein de paramètres. Ça dépend évidemment de la densité de colonne, ce qu'on appelle densité de colonne, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'il y a. La vraie définition de ça, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans une colonne qui va de vous jusqu'à l'objet en question de 1 cm². C'est une façon de... C'est l'abondance, quoi. En gros, c'est l'abondance. Donc évidemment, la raie, là, sa forme, son intensité, ça dépend de l'abondance de l'élément. Mais ça dépend aussi de la vitesse radiale, c'est-à-dire de la vitesse de l'objet que vous observez. Et puis ça dépend de la température. Et puis ça dépend de la vitesse de turbulence, parce qu'évidemment, tout ça, c'est un endroit où il peut y avoir de la turbulence. Alors ces deux-là, on les réunit dans un paramètre qu'on appelle B, etc. Donc il faut se débrouiller, parce qu'on n'en tire pas directement l'abondance. Donc il faut se débrouiller avec tout ça. Mais il y a plusieurs méthodes. Alors il y en a une qui s'appelle courbe de croissance, qui est très connue, classique, et il y en a une autre qui s'appelle ajustement de profil, que nous, on a mis au point, qui évidemment marche très bien aussi. Alors la courbe de croissance, c'est ça. Vous avez une raie, bon, le continu, là c'est 0, là il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de photons, là, la raie. Vous mesurez la surface d'un rectangle qui a... vous mesurez la largeur d'un rectangle qui a exactement la même surface que la raie. Vous avez une raie, vous mesurez sa surface, et après, vous prenez un rectangle qui va du 0 jusqu'au continu, et vous mesurez la largeur pour que sa surface soit la même que celle de la raie. Bon, il faut faire comme ça pour que les courbes de croissance marchent, mais je ne vais pas vous expliquer comment c'est arrivé là, mais ça a été calculé, quoi. Et alors, si vous faites ça pour toutes les raies que vous observez, eh ben, ces largeurs équivalentes, donc ne tombent pas n'importe où. Elles tombent sur cette courbe-là, qu'on appelle courbe de croissance. Alors, quand elles tombent ici, eh ben, vous avez directement l'abondance. Vous la mesurez directement avec la largeur équivalente. Vous mesurez ça, et vous avez directement l'abondance de l'élément. Quand vous tombez ici, parce que les autres paramètres ici n'interviennent pas. Si vous tombez ici, c'est pareil. Les autres n'interviennent pas, donc vous avez direct, c'est ce qu'on appelle l'amortissement, vous avez directement la racine carrée de l'abondance. Quand vous mesurez ça, donc la surface de la raie, vous avez... Mais évidemment, la nature étant pas toujours bien faite, la majorité des raies tombent là. Or là, ça dépend de tous les autres paramètres, donc ça devient plus difficile, mais c'est justement l'art des astronomes, c'est de se dépatouiller de ces affaires-là. Et on y arrive, et on trouve les abondances. L'autre méthode, c'est complètement autrement. Là, vous avez une observation. Hein, chaque point d'observation, c'est relié par une boîte. Là, il y a 3 raies. Il y a la raie de l'oxygène, la raie du deutérium, la raie de l'hydrogène. Ça, c'est des raies interstellaires. Vous faites un modèle. C'est-à-dire, dans un ordinateur, vous mettez une certaine abondance d'un élément, vous mettez les raies que ça fabriquera, en fonction de l'intensité, en fonction de tous les paramètres dont je vous ai parlé, et vous faites le modèle, et puis vous comparez aux observations. Ça s'appelle un ajustement de profil, et vous modifiez les paramètres de façon à ce que ça reproduise parfaitement bien les observations. Non, c'est... Oh, bah, j'ai pas d'exemple, là.
Donc vous faites le modèle et puis vous le comparez aux observations et vous modifiez les paramètres de façon à ce que ça... Alors évidemment, tout l'art, c'est de modifier pas au hasard, mais en fonction d'autres éléments, etc. Enfin, c'est tout un... Voilà. Et puis la forme des raies, à partir de la forme des raies, alors vous voyez, bon, ça devient compliqué là, mais la forme des raies, là, comme ça, là, ça a une certaine forme. Alors, dans la forme des raies, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a ce qu'on appelle la largeur naturelle, ça c'est dû à la physique atomique, on ne peut rien y faire. Et puis il y a l'élargissement Doppler qui est dû à la température, et puis il y a l'élargissement Stark qui est dû aux collisions, et puis ici il y a des champs magnétiques, il y a plein de trucs. Mais tout ça, c'est bien connu, donc vous pouvez faire un modèle de tout ça et vous modifier de façon à ce que ça colle bien avec les observations. Et puis, voilà, bon, bah, voilà les différentes formes de raies. Et à partir de là, vous pouvez... Alors, les profils de Vogt, c'est un mélange de ça. Alors, moi, j'ai fait ça pendant des années, là, mélanger les raies, ça, pour faire des profils. Mais bon, ça, on y arrive. Hein. Ben, voilà, un ajustement. Vous voyez, les observations, c'est ça. Dans l'arrêt du 2T1. Les observations, c'est ça, là. En vert, c'est s'il n'y a pas de raie. Donc c'est ce qu'on appelle le continu, l'intensité émise par l'étoile en question. Il n'y a pas de raie. Le bleu, c'est l'arrêt avec les paramètres qu'on a déterminés. Et, parce qu'évidemment, vous utilisez un instrument qui n'est pas parfait, il faut donc introduire la fonction d'appareil qu'on appelle, c'est-à-dire la convolution du modèle de l'arrêt avec l'appareil que vous utilisez, le spectro. Donc ça donne le rouge. Et le rouge, ben, il correspond mieux aux observations. Donc tout ça, c'est assez compliqué, mais on y arrive, on se débrouille. Et donc, ça dépend aussi des instruments. Et c'est pour ça qu'il y a des débats, des fois, parce qu'il y a des gens avec des instruments différents ne trouvent pas les mêmes choses. Et ça peut provenir de l'instrument, de la façon de s'en servir, puis de plein d'autres choses. Alors, juste un exemple, là. Vous voyez, une raie de l'hydrogène où il y a... L'abondance, c'est en logarithme, c'est 15. Vous avez une belle raie très fine, là, tout ça, qui descend à 0. Bon. Et là, les différents spectres que je vais vous montrer, c'est la même raie, avec le même instrument, tout pareil, sauf l'abondance qui change. Et elle augmente d'un facteur 10 à chaque fois. Vous voyez la raie qui grandit. Ah, là, il s'est passé quelque chose entre les deux, là, vous voyez. Elle grandit, donc quand elle grandit, bah, elle s'élargit en haut. Mais à un moment donné, grandit, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'atomes, hein, dans ce cas-là, d'atomes d'hydrogène. Là, vous voyez là, le fond, il est plat. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'absorption. Il n'y a plus d'absorption. Donc là, c'est le vrai zéro. Et quand vous faites ça avec un instrument réel, vous vous apercevez que le vrai zéro, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à absorber, hein, quand elle s'agrandit, ça veut dire qu'il y a des atomes qui absorbent de plus en plus. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'atomes qui absorbent. Donc c'est le vrai zéro. C'est grâce à ça que vous mesurez le vrai zéro de l'instrument, du spectro. Parce qu'en réalité, le spectro, que vous utilisez, n'importe quel spectro, ça ne tombe pas à zéro. Donc il faut pouvoir... C'est une des choses à faire. Alors je continue à augmenter la quantité d'atomes. Là. Vous voyez, ça grossit. Voilà. Alors quand vous êtes dans un cas comme ça, vous pouvez trouver, c'est le bout de la courbe de croissance, vous trouvez directement l'abondance de l'hydrogène. Si vous êtes dans un cas comme ça, vous avez directement l'abondance. Mais si vous êtes dans ces cas-là, ça devient plus compliqué. Et ça, il y a plein d'autres choses qui interviennent. Bon, mais là, je m'arrête définitivement, là, je crois. Voilà, c'est fini. C'était clair, tout ça ? Il faut éliminer les paramètres.